Hello! Bienvenue sur encore une page! C'est la deuxième fois que je recommence cette vidéo parce que je pense que je l'avais filmée dans un format trop lourd pour l'ordi, étant donné que j'ai une nouvelle caméra et aussi un nouvel éclairage. Et c'est des essais et erreurs. Puis j'étais pas vraiment 100% satisfaite de ce que je disais dans la première vidéo, fait que, gars, aussi bien recommencer. Alors, bonne année! C'est la deuxième fois que je vous le souhaite, mais bonne année pour vrai. Maintenant qu'on est en 2021, on peut mettre cette année pourrie derrière nous. Je sais qu'il y a bien du monde qui la trouve pas si pire que ça, 2020, parce que pour ces personnes-là, ça a été l'occasion de s'acheter une maison, de déménager, de se rapprocher de sa famille. Comme c'est vrai qu'il y a eu des affaires positives, mais moi, c'est pas mal comme là ou en bas. Il n'y a pas rien eu de wow extraordinaire cette année. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon bilan annuel. Je me suis grandement inspirée, pour ne pas dire j'ai copié, Maps.booktube parce que dans les derniers jours, il y a eu quelques vidéos de bilan qui ont été publiées. J'imagine qu'il y en a quelques-uns aussi qui s'en viennent. Mais je les ai toutes écoutées avec beaucoup d'attention parce que j'aime ça, ce genre de vidéos-là. J'aime ça écouter les statistiques des autres. Je sais pas, si vous écoutez ma vidéo, probablement que vous aimez ça vous aussi, mais je sais qu'il y en a plein que ça les saoule un peu, là, genre d'écouter ça. Mais bon, moi j'aime ça. Puis je savais pas trop comment organiser mes affaires. Puis Maps est arrivé avec quelque chose de tellement simple, clair et intéressant. 4 divisions. Sa vie personnelle, sa vie professionnelle, sa vie de lectrice et sa vie de booktubeuse. Je trouvais que c'était bien efficace. J'ai demandé si je pouvais reprendre le concept. Elle avait pas l'air trop dérangée de ça. Fait que, here I am. Et je vais faire exactement ce qu'elle a fait. Donc, on va commencer avec ma vie personnelle. Moi, 2020, il y avait des événements que j'avais envie de vivre, des voyages, des fêtes qui n'ont pas eu lieu, évidemment. Ce qui fait que j'ai l'impression que 2020, toute l'année, j'ai été en attente, en stand-by, qu'il se passe quelque chose de le fun, en stand-by du changement, de nouveautés, d'aventures. Je me suis vraiment sentie en attente. Si je pouvais résumer mon année en un seul mot, ça serait ça, attente. Puis, ça fait que la nouvelle année, je l'appréhende un peu, pas que j'ai peur, mais je suis un peu comme, mais que va-t-il se passer? On dirait que j'approche lentement, puis je suis comme pas sûre que je veux plonger dans cette année. On dirait que c'est la première fois de ma vie que ça me fait ça, en tout cas que consciemment, mais que je ne suis pas excitée à cette nouveauté. Je suis comme, je sais pas, j'ai l'impression que c'est l'année qui va gagner sur moi plus que moi qui est comme, ok, j'atteins mes objectifs, je suis motivée, nanana. Comme, j'ai pas ce feeling-là cette année. Je sais pas s'il y avait quelqu'un qui avait besoin de savoir, de l'entendre puis qui se reconnaît, mais moi, c'est ça, je le sens pas. Vers la moitié de l'année, là, genre de juillet à décembre, je dirais que ça a été quand même éprouvant comme partie de l'année. Évidemment, il y a eu la vague de dénonciation que moi j'ai vécue assez difficilement. Ça a vraiment un peu terni mes vacances. Puis après ça, rendu à l'automne, ben évidemment, le reconfinement. Il y avait aussi, mon copain a perdu son emploi à de multiples reprises. Pas dans le sens qu'il s'est fait renvoyer, mais c'est la précarité, c'est l'instabilité. Puis les contrats se terminent, puis sont remplacés par des nouveaux contrats, mais là, la personne revient, fait que là, tu perds ton contrat, puis là, c'est arrivé plusieurs fois. Fait que ça a mis vraiment du stress, surtout financièrement. On va passer, en parlant de finances, au côté professionnel. Je dois dire que côté professionnel, j'ai comme vraiment une remise en question. Cette année, bon, j'ai pas enseigné de mars à mai, mais après ça, on m'a envoyé dans une autre école au primaire faire quelque chose qui avait vraiment zéro rapport avec mon travail au quotidien. Puis ça m'a fait questionner sur ma pertinence. Je me suis sentie un peu laissée pour compte. Puis c'est comme ça que je me sens depuis plusieurs mois. J'ai l'impression qu'on s'en fout un peu qui va faire mon travail. Ça pourrait être moi, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Puis je le sais que j'aurai rien de permanent, j'aurai rien de temps plein avant vraiment plusieurs années. Puis ça me fait remettre en question parce que j'adore vraiment mon travail, mais il y a plein d'autres choses que j'aime dans la vie. Puis mon travail, comme il est pas suffisamment payant, qui est pas assez... Je suis pas à temps plein, là. Fait que, vu que je suis pas à temps plein,
ben je peux pas faire les autres choses que j'aime dans la vie. Genre, tu sais, j'adore ça, ce que je fais, mais c'est pas assez pour gagner ma vie. Genre, je la gagne de façon vraiment précaire, puis c'est ça. Ça me fait... J'ai beaucoup de questions, que j'ai pas nécessairement de réponse. J'ai envie de peut-être m'orienter vers pas quelque chose de complètement différent, mais quelque chose de plus sécuritaire financièrement. Puis c'est ça. C'est difficile. Mais une chose qui est positive dans ma vie professionnelle, c'est que c'était la première fois que je retournais à la même école, puis ça m'a vraiment fait du bien. Juste de connaître les gens quand tu arrives, de savoir où est ta classe, où est ton bureau, de savoir c'est qui les élèves, de voir la liste de noms, puis d'être comme ah oui, je sais à quoi m'attendre, oui, non, tu sais, ça c'était vraiment, vraiment plaisant. Mais malheureusement, j'ai aucune idée si ça va se reproduire l'année prochaine. Donc voilà, c'est ça. Je dirais que si j'avais un mot à mettre sur ma vie professionnelle en 2020, ça aurait été précarité. Maintenant, on va passer à ma vie en tant que lectrice. Et là, c'est la partie statistique. Fait que si jamais ça vous endort, toutes ces statistiques, passez à la fin de la vidéo qui va être ma vie en tant que booktuber, qui va être plus comme qu'est-ce que j'ai accompli sur ma chaîne, les projets, les défis que j'ai eus. Mais voilà, on va rentrer dans le vif du sujet, les statistiques, qu'est-ce que j'ai lu cette année. Je vous conseille peut-être pour cette section d'avoir une petite boisson pour vous accompagner parce que je pense que j'en ai quand même pour longtemps. Puis comme je fais rarement ça, moi, dire des chiffres puis des statistiques, ben je suis peut-être pas la plus habile, fait que ça se peut que ça soit plus long que prévu. Alors, en 2020, j'ai lu 130 livres. Au début de l'année, je m'étais fixé un objectif de lire 70 livres que j'ai augmenté autour du mois de mai à 100 livres parce que rendu au mois de mai, j'étais peut-être comme à 55, j'étais vraiment proche de l'atteindre puis on n'était même pas rendu à la moitié de l'année. Fait que je me suis dit, pense que ça va pas être challengeant. Fait que je l'ai augmenté à 100, je l'ai atteint à la fin septembre. Donc, toutes mes lectures d'octobre à décembre, c'était comme bonus. Je suis satisfaite de ça, mais par contre, vous allez voir plus tard dans d'autres statistiques, mais moi, je lis vraiment différents formats. Un des formats que j'aime vraiment beaucoup, c'est les bandes dessinées. Et ça fait que mon nombre de pages est pas phénoménal malgré mes 130 livres. J'ai lu seulement, là, en très gros guillemets, parce que c'est vraiment bon. J'ai jamais lu autant de toute ma vie. Mais j'ai lu 25 444 pages. Fait que quand je regarde d'autres collègues booktubers qui ont peut-être lu parfois un peu plus de livres que moi ou parfois un peu moins, mais souvent, elles ont plus de pages que moi. Ce qui fait une moyenne de 187 pages par livre. Puis, je trouve que c'est une bonne moyenne. Ça représente quand même bien la réalité. C'est ça la moyenne, mais tu sais, je le sais que j'ai lu beaucoup de livres en bas de 200 pages. Et moi, ça me convient vraiment parce que c'est vraiment ce genre de format-là que j'aime. Des courts romans, des courts chapitres, ça j'adore. Le roman le plus long que j'ai lu, c'est Le Plongeur de Stéphane Larue avec 576 pages. Et le roman le plus court que j'ai lu, en fait, c'est un album jeunesse et c'est Le plus beau sapin du monde de Robert Soulière et les illustrations sont de Caton. C'était un album qui faisait 22 pages, donc entre 22 et 576. Voilà où se situent mes lectures. Les mois où j'ai le plus lu cette année, ce sont les mois de mai et d'août, dans lesquels j'ai fait 15 lectures. Au mois de mai, j'ai lu énormément de bandes dessinées. Je pense que j'en avais lu comme 7 ou 8. Puis, au mois d'août, j'ai lu beaucoup de pièces de théâtre. Je pense que je n'ai lu comme 5 dans ce mois-là. Fait que ça fait que ça a fait augmenter mes stats de lecture, mais aussi j'avais fait des défis dans ces mois-là. Au mois de mai, j'avais lu un livre par jour pendant une semaine, puis au mois d'août, j'avais fait le week-end sans signet. Fait que ça, c'est évidemment, ça a aidé à ce que mon mois soit très prolifique. Pour ce qui est de mes mois les moins prolifiques, et bien là, c'est janvier et octobre avec 7 lectures. Donc, en janvier, ben moi, je l'ai déjà dit, là, j'en fais pas cet hiver à cause de la pandémie, puis que je trouve qu'il y a trop juste... ça me tente pas de faire du ski dans ces conditions, mais je fais du ski. Donc, toutes les semaines, j'allais faire du ski, donc je passe pas les soirées que je suis en ski, je ne suis pas en train de lire, évidemment. Et je dois dire, ça m'a...
je regarde l'hiver arriver et je suis comme, je peux pas croire que j'irai pas faire de ski. Comme ça me gruge en dedans. Voilà, et le mois d'octobre, j'étais vraiment all over the place niveau émotion et concentration. Je pouvais vraiment pas. Et j'ai aussi lu un livre aux 3/4 pour l'abandonner après. Fait que ça a fait que j'ai passé énormément de temps dans quelque chose qui n'a pas compté. Fait que bref, j'ai moins lu dans le mois d'octobre, mais je suis vraiment correcte avec ça. La note moyenne que j'ai donnée au livre, c'est 3,6 sur 5. Ça fait à peu près 72%. C'est quand même une note acceptable, je trouve, pour faire une recommandation de livre. C'est vrai que quand je repasse à 2020, j'ai vraiment beaucoup de livres en tête qui m'ont marqué, beaucoup de moments passés à lire que je suis comme « Ah non, ça c'était vraiment bien ». Des fois, c'est l'atmosphère que je me crée pour lire qui est plus intéressante que le contenu, mais ça fait partie de, me semble. C'est aussi intéressant être dans une totale ambiance cocooning, super réconfortante. Et une statistique dont je suis quand même assez fière, c'est que 61 livres sur les 130 sont des livres que j'ai empruntés soit à la bibliothèque ou à des proches. Fait que 61 livres sur 130, si je me trompe pas, ça fait 47% de mes lectures qui sont empruntées. Pour moi, c'est une donnée qui est importante parce que j'essaie de faire attention à l'environnement, puis je sais, puis j'aime pas ça, lire en e-book, là, vraiment pas. Fait que je sais que ça pourrait être une façon plus écologique, mais il faut que tu lises, je pense, faut que tu lises un minimum de 70 livres par année. Bon, j'ai réussi cette année, mais ça n'a pas toujours été le cas, pour que ça soit écologique de vraiment avoir une liseuse. Puis sinon, je trouve que d'acheter des livres à chaque fois neufs, c'est vraiment cher, premièrement. Puis deuxièmement, ben ça force des réimpressions et tout, puis c'est pas bon là, pour l'environnement. Là. Je sais pas comment l'expliquer autrement. Je sais que c'est bon pour plein d'autres affaires, puis j'arrêterai pas d'acheter des livres là, pour sauver la planète, là. Mais je trouve que de lire la moitié que la moitié de mes lectures soient empruntées, ben je trouve que c'est quand même faire ma part pour vivre ma passion, mais pas trop tuer d'arbres, tu sais. En tout cas, je sais aussi qu'au Québec, on a la chance d'avoir beaucoup d'imprimeries qui impriment sur du papier recyclé, mais en tout cas, je trouve quand même ça important de pas juste acheter toujours mes livres, mais de les emprunter. On va passer maintenant à mes statistiques plus décortiquées. Là, évidemment, je ne suis pas Anne de Littérarum. Là, j'ai pas noté le coin s'il était rond ou carré, puis quel genre et sous-genre et sous-sous-sous-sous-genre faisait partie de mes livres. Là, je suis pas elle. Mais j'ai quand même des statistiques assez précises sur mes lectures. Fait que je vais enchaîner avec ce que moi j'ai. Donc, j'ai lu cette année 64% de femmes ou de personnes non-binaires. Là, j'ai décidé de les inclure à la place de faire une catégorie à part parce que, honnêtement, si j'avais un peu honte, j'avais comme 3 personnes sur 130 livres que ça rentrait dans la catégorie non-binaire. Puis je pense qu'il y avait 2 livres que c'était de la même personne, tu sais. Ça faisait dur, fait que j'ai décidé de les inclure dans femmes. Si j'ai fait un faux pas, merci de me le dire, mais je pense que c'était quand même pas si mal. J'aimerais ça, leur faire plus de place l'an prochain. Je pensais que j'aurais lu plus d'autrices que ça, mais en même temps, quand je regardais, tu sais, quand on était en confinement, là, j'ai juste lu des hommes. Sans m'en rendre compte, là, c'est ça. Fait que ça reste que faut que ça soit un effort conscient de lire majorité. Si tu veux lire plus de femmes ou plus de personnes non-binaires ou plus de personnes racisées, ben il faut que tu le fasses. Genre consciemment, tes choix, parce que ça tombe pas dessus. Malheureusement, la société étant ce qu'elle est, puis nous étant socialisés dans cette société, ça nous tombe pas dessus. Ensuite, j'ai fait... Ça aussi, c'est des statistiques un peu tristes. 27 livres étaient écrits par des personnes BIPOC, donc Black Indigenous People of Color. Et 19% étaient écrits par des personnes issues de la communauté LGBTQIA2SP+. Malheureusement, ça, je suis pas sûre que ma donnée est exacte parce qu'il y a des auteurs et des auteurices qui mettent pas ça de l'avant dans leur œuvre ou dans leur façon de s'adresser aux médias. Ça est correct, ça leur appartient, mais bon, moi je sais pas si ma statistique est vraiment exacte, mais ça reste qu'elle est très petite, là. Genre, faudrait vraiment, cette année,
c'est dans mes objectifs d'essayer de choisir des auteurs issus de toute forme de diversité pour améliorer cette statistique-là l'an prochain. Encore une donnée par rapport aux auteurs, c'est que 103 livres sur 130, donc 80% de mes lectures étaient d'ici, donc du Québec. J'ai inclus aussi des lectures que j'ai faites qui étaient canadiennes, comme les jumelles, pas les... Je les appelle tout le temps les jumelles. Les cousines Tamaki. J'ai lu aussi Lucy Maud Montgomery. J'ai lu Antonine Maillet, donc La Sagouine. Donc des autrices surtout qui étaient canadiennes, mais pas québécoises. Mais tu sais, je pense que c'est moins de 10 livres quand même. Fait que 103 livres qui sont du Québec. Pensez pas que ça serait élevé de même, puis en même temps, je suis pas étonnée parce que je sais pertinemment que je vais toujours vers la littérature québécoise, mais bon, j'étais quand même fière de ma statistique, 80% c'est énorme, puis j'aimerais le maintenir, puis en même temps, je suis ouverte à... Comme en 2021, là, je veux pas me mettre de pression, fait comme, c'est bon, si je le maintiens, tant mieux, si ça diminue, tant pis, c'est un peu ça. Ok, maintenant, on va parler des genres littéraires que j'ai lus. Premièrement, j'ai lu 15 non-fiction et 115 fiction. J'avais l'impression qu'il y aurait moins de non-fiction, puis en même temps, tu sais, c'était comme dans ma tête, j'en avais lu 5 ou j'en avais lu genre 30. Puis là, j'en ai 15. Fait que c'était comme dans le milieu, fait que ça me fait un peu un effet de ah, je sais pas trop quoi faire de cette information. Justement, si on décortique la non-fiction, j'ai lu en majorité des essais. Ça, c'est pas étonnant. J'en ai lu 8 sur 15. 8 sur 15, c'est presque un essai par mois. Maintenant, on va s'attarder à la fiction. On va la décomposer. J'ai lu 21 livres, quand même, de la littérature de l'imaginaire et 95 livres de la littérature générale. Fait que c'est vraiment plus de livres de la littérature de l'imaginaire que j'aurais pensé. Ça m'a étonnée. On va décortiquer justement la littérature de l'imaginaire parce que moi, dans ma tête, je lis que des contemporains. Mais je sais que je lis autre chose. Mais là, justement, qu'est-ce que je lis? J'ai lu 12 fantastiques. Sans m'en rendre compte. Hey, c'est un par mois, là. C'est bon, là. Ensuite, j'ai lu 7 fantasy, puis 2 science-fiction. La science-fiction, il y en a pas un des deux que j'ai aimé. Je pense que c'est vraiment pas mon style. Mais pour ce qui est du fantastique, j'ai découvert que quand c'est illustré ou quand c'est de l'horreur paranormale ou quand c'est destiné à la jeunesse, ça me plaît. Attention, je suis quand même assez critique. Je prends pas tout ce qu'on me donne, puis c'est ça. Faut pas que je sente qu'est-ce qui s'en vient, puis faut pas que l'univers soit trop complexe, parce que je décroche. Mais le reste du temps, j'aime ça. Comme ça fonctionne bien. Fait qu'en tout cas, je trouve que c'est une belle découverte que j'ai faite cette année, parce que moi, dans ma tête, là, je détestais tout ce qui était en lien avec ça. Puis non, finalement, je déteste pas ça. Hey, la fantaisie quand même, le 7 livres. Maintenant, décortiquons la littérature générale. J'ai lu 59 contemporains. Et ça m'étonne pas comme statistique. Puis en même temps, contemporain, c'est vraiment une catégorie fourre-tout, là, selon moi. Là, c'est genre la romance, les feel-good. Qu'est-ce que tu peux mettre là-dedans aussi? Là? Tu peux mettre genre tout ce qui est comme un peu récit, que tu sais pas trop quoi mettre. Genre littérature autochtone, contemporain, tu sais, y a pas... C'est pas feel good, là, genre lire, mettons, Croc fendu de Tanya Tagaq, mais contemporain, tu sais. J'ai aussi fait la lecture de 12 pièces de théâtre, fait que ça, c'est vraiment bien, tu sais, ça me fait comme une pièce de théâtre par mois en moyenne, tu sais. Je sais que moi, ça s'est pas passé comme ça, je sais que j'ai fait comme des mois que j'en ai vraiment lu plus, puis des mois que j'ai rien lu, mais je pense que ça ressemble quand même à mon rythme régulier de lecture de pièces de théâtre. L'autre catégorie qui suit les pièces de théâtre, c'est les thrillers, les policiers, les romans d'horreur. Là, comme j'ai dit, parfois l'horreur, je le mettais dans le fantastique, mais d'autres fois, c'était pas fantastique. Ça dépend qu'est-ce qui fait peur dans l'histoire, tu sais. Si c'est comme quelque chose de paranormal, quelque chose qui est lié au monde, tu sais, si justement il y a un monde de créé, mettons Alice de Patrick Sénécal, c'est de l'horreur, mais fantastique, tu sais. C'est pas de l'horreur, c'est pas comme... pas un tueur en série, mettons, tu sais. Fait que j'ai quand même lu quelques thrillers policiers. Je pensais honnêtement que j'en avais lu plus que ça, mais je dois dire que c'est un genre que j'ai vraiment aimé quand j'étais plus jeune, puis que maintenant, de moins en moins. Mais j'aime encore ça en lire, mais c'est juste pas un genre vers lequel je vais
souvent. Ensuite, j'ai fait la lecture de 6 classiques. J'ai aussi lu 4 recueils de poésie. Ça, c'est vraiment plus au début de l'année parce que je me rends compte que j'ai pas lu grand-chose cet automne en poésie. En fait, j'ai rien lu. On va pas se le cacher. Puis, j'ai fait la lecture de 3 fictions historiques. Ça, c'est pas rien parce que c'est pas un genre que j'aime vraiment. Mais, comme j'ai dit, quand c'est en BD, ça passe. Peut-être l'an prochain, ce sera l'année de la fiction historique et de la fantasy. Parce que je vais tout le lire en BD. Peut-être, on verra. Alors, pour ce qui est des formats de livres que je lisais, évidemment, ce qui est prédominant, c'est les romans, avec 79 romans. Mais j'ai aussi fait la lecture de 24 BD, donc 2 BD par mois. Si, tu sais, 2 BD par mois, une pièce de théâtre, environ un essai ou un non-fiction par mois. Quand même pas pire, je trouve, là, tu sais, on a un bon aperçu de ce que j'aime, puis des contemporains un peu à travers tout ça. J'ai aussi fait la lecture de 16 albums, et là, je précise pas si c'est jeunesse ou pas, parce que j'ai lu, je pense, 2 albums qui étaient destinés plus à des adultes, que c'était vraiment comme une histoire avec des dessins, mais c'est pas un roman graphique, c'est vraiment le format album. 6 romans audio, je les ai pas lus, je les ai écoutés, parce que 4 recueils, surtout de nouvelles, mais un manuel. Et maintenant, ça c'est inspiré vraiment de Anne Literarum, parce que l'an dernier, j'avais vu qu'elle avait compilé les couleurs des couvertures des livres qu'elle lisait. Puis j'avais tellement trouvé ça comme pas pertinent, mais super intéressant à voir, parce que tu sais, vu que j'achète pas tous les livres que je lis, ben je trouve ça le fun d'avoir une idée de à quoi pourrait ressembler ma bibliothèque si j'avais tout chez moi. Puis je trouve juste ça le fun, là, honnêtement, comme statistique, j'y vais. Fait que voici les couleurs. Bon, il aurait fallu que j'aille la version payante pour mettre la bonne couleur avec le mot de la couleur dans le diagramme, mais bon, je l'avais pas, fait que c'est tout en noir et gris et blanc. Mais la couleur des livres que j'ai le plus lu, c'est le bleu, suivi de très très près par le blanc. Il y a le multi aussi qui est assez haut, mais pour moi, multicolore, c'est vraiment des couvertures que on peut pas savoir c'est quoi la couleur principale. C'est comme par exemple Nevermore. Dites-moi c'est quoi la couleur principale de ça. Moi, je trouve qu'il n'y en a pas une qui est comme prédominante, fait que je le mets en multi. On va passer maintenant à encore une page, la booktubeuse, ma vie en tant que créatrice de contenu. C'est comme un drôle de chapeau à me mettre, on dirait. En 2020, j'ai publié 69 vidéos. Ça, je suis vraiment fière parce que c'est ça, c'est un passe-temps. Je suis contente que j'ai consacré 69 fois du temps à filmer, à monter, à mettre en ligne, puis à interagir sur chacune des vidéos. C'est beaucoup pour moi. C'est entre autres grâce au confinement qu'il y a eu autant de vidéos parce que du mois d'avril à juin, j'ai fait 2 vidéos par jour. J'ai reproduit ça aussi en décembre. Ouais, ça fait comme 4 mois sur les 12 où j'ai fait 2 vidéos par semaine. C'est quand même beaucoup. Je vais revenir à mon horaire régulier la semaine prochaine de 1 vidéo par semaine. Au début de 2020, on était 64 abonnés ici. Et à la fin, on est rendu 326. Fait que c'est vraiment une grosse progression. C'est presque 5 fois que ce qu'on était au début de l'année. C'est sûr qu'au début de l'année, j'avais seulement 1 mois de vie. Sur Instagram, on était 75 et maintenant on est 319. Très contente là aussi. Je suis contente aussi que ça soit proche, tu sais, que YouTube et Instagram soient vraiment au même nombre de personnes parce que je mets vraiment plus de temps dans YouTube. Puis c'est plus difficile d'aller chercher des abonnés. Puis Instagram, ben pour moi, c'est pas que c'est une tâche, mais c'est vraiment moins agréable pour moi de faire du contenu sur Instagram. Puis les interactions que j'ai, je les trouve moins enrichissantes. Fait que, mettons que j'aurais 2000 abonnés sur Instagram, je trouverais ça comme que je suis redevable, genre que je dois faire quelque chose pour entretenir ma plateforme. Puis là, c'est la même affaire que YouTube. J'ai vraiment l'impression que les gens me suivent sur YouTube et sur Instagram. Fait que j'ai l'impression que les informations se complètent. Donc, dans ces 69 vidéos, ben, j'ai fait quelques trucs spéciaux, dont des vlogs. J'avais jamais fait ça de ma vie. J'aime ça, faire des vlogs. Je trouve ça intéressant à filmer, à monter, puis à présenter. Mais je dois dire que je me sens toujours imposteur. J'ai toujours l'impression que ce que je dis, c'est pas intéressant, puis c'est poche, puis qu'est-ce que je montre, puis que tout est lettre. Mais moi, je suis du monde, puis je sais pas tant ce qu'ils présentent, c'est plus ce qu'ils disent qui m'intéresse. Fait que j'essaie de focusser là-dessus. J'ai aussi fait 2
live cette année. Donc, aucun sont sur ma chaîne, mais il y en a un que j'ai fait avec Signé Daphné. Je vais mettre le lien en barre d'infos. J'ai aussi participé au Grinch Book Tag qui est disponible sur la chaîne de Maps Booktube en rattrapage. Parlant de tag, vu que je dis toujours que j'ai ma passion tag, ben sachez que j'ai répondu à 9 tags cette année. Et je n'ai pas l'intention d'arrêter, j'adore. J'adore faire ça. J'aime la mission que ça me donne. J'ai l'impression que j'ai comme un petit devoir, puis j'aime ça. En regarder aussi, fait que je l'ai fait. J'ai aussi fait 5 collaborations. Donc, la première, c'était avec 4e de couverture. La deuxième, c'était avec un arrêt lecture. Après, j'ai fait avec Sisters Book Club, Karine la bouquineuse. Et à la fin, j'ai fait avec Maps et avec MH Électrice. Donc, je vais toutes mettre ça en barre d'infos. Et j'ai aussi fait 2 vidéos en collaboration avec Étienne, qui est mon mari. Et c'est des vidéos que j'ai vraiment aimé faire. J'aimerais en refaire éventuellement. En fait, je sais qu'il y en a une qui s'en vient à la fin du mois de janvier. Mais j'ai adoré faire ça. Puis ça a été quand même des vidéos qui ont été bien reçues. Parlant de vidéos bien reçues, 3 vidéos les plus populaires, je vais vous les nommer. C'est sans surprise, ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge et le Noël en lecture de Roselyne. Beaucoup de vues sur cette vidéo parce que c'est un challenge très populaire. Mais en deuxième place, ça m'a étonnée, c'est ma tier list de Patrick Sénécal. Donc, pensez pas que ce serait populaire. Je suis intéressée à m'en refaire. Si vous avez des suggestions dans les commentaires, vous pouvez me dire ça. Je sais pas quel genre de tier list ça pourrait être, mais let's go. Et ma 3e vidéo, c'est ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Fait qu'on comprend bien que faire des challenges français, ça pogne, ok? C'est pas pour ça que je l'ai fait, mais tant mieux si les gens écoutent ça. Dernière collaboration que j'ai fait, c'est sur la chaîne de Maps Booktube, toujours. Cette vidéo est sponsorisée par Maps Booktube. Mais c'est la vidéo du 12 août, j'achète un livre québécois où je vous avais recommandé une BD coup de cœur. Donc, vous pouvez voir ça sur sa chaîne aussi. Je vais juste faire un petit segment de challenge auquel j'ai participé parce que Christy en a eu. J'ai fait, premièrement, le Blossom Spring Challenge, le défi livresque estival que j'ai organisé moi-même, méchant défi que je me suis lancé. D'ailleurs, je pense que ça va revenir. Sous quel format? Ça, je suis pas encore sûre. Fait que voilà. Le Pumpkin Autumn Challenge, le Cold Winter Challenge. J'avais commencé au début de l'année le Femini Books Challenge, mais les carnets d'Opaline ont arrêté de nous tenir au courant de ce challenge-là, donc j'avais vraiment beaucoup de plaisir à le faire, mais ça s'est terminé en juin. Fait que j'ai fait comme défi mensuel, et là, ça, c'était vraiment des défis. Le Readathon de Booktube Québec en avril, qui était organisé par Sylvain Desmentis. J'ai fait le défi septembre de chez le blog Lecture. J'ai fait Québec en novembre et Noël en lecture. Donc, Québec en novembre, c'était de Karine Minier du blog Mon Coin Lecture. Puis, Noël en lecture, c'était de Roselyne. Donc, voilà. Les challenges mensuels, ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment rochant. Si je veux en faire l'année prochaine, il faut vraiment que ça soit dans des moments où je suis disponible mentalement. Parce que faire ça à la rentrée, pas mon meilleur timing. J'ai trouvé ça vraiment difficile. Puis, c'est ça. Il y a des moments dans l'année que ça marche pas pour moi. Fait que, c'est ça. Puis le fait que ça soit sur 30 jours, avec, mettons, 10 catégories, je trouve ça vraiment challengeant. Là. Puis moi, j'ai de la misère à faire des challenges, pas comme à moitié. Là. Comme s'il y a 15 catégories, il faut que je fasse les 15. Tu sais, je peux pas... J'ai vraiment de la misère. Je suis psychorigide là-dessus, mais c'est ça. Je pense qu'on vient vraiment de faire un bon bilan de l'année 2020. En tout cas, ça m'a pris du temps à faire, surtout que c'est la 2e fois que je le fais. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Sur ce, on va se revoir, nous, dans une prochaine vidéo. Ça va être mes objectifs pour l'année 2021 et les livres que j'aimerais lire. Puis après ça, on va être de retour à l'horaire régulier d'une vidéo à chaque jeudi à 10h le matin. Sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie et on se revoit très bientôt. Bye!